Boku no Hero Academia Team Up Mission est le deuxième spin-off de la série Boku no Hero Academia à sortir en France. Comme tout ce qui concerne cet univers, il est édité par Kion et le premier tome est sorti le 3 septembre 2020, en même temps que le tome 25 de la série principale. Comme pour Vigilante, le premier spin-off, on retrouve l'auteur lui-même, Horikoshi Kohei, au scénario, mais il laisse cette fois encore sa place à quelqu'un d'autre pour le dessin. Ici, il s'agit de Akiyama Yoko, qui est une de ses assistantes sur le manga principal, mais qui est aussi auteur de Saguri-chan Tankentai, un manga qui parle d'exploration avec une jolie fille en personnage principal. Horikoshi a d'ailleurs laissé une note à la fin du tome de Team Up pour dire qu'il apprécie beaucoup son travail original. Et concernant ce premier tome, je vais d'abord rapidement parler du style de dessin justement, qui est un peu plus rond et enfantin que ce dont on a l'habitude pour la série. Ce n'est pas tout à fait un style que j'aime beaucoup, mais il faut quand même s'appliquer à regarder les détails si on veut vraiment voir la différence. On sent qu'elle a l'expérience des personnages et on remarque que Horikoshi s'applique à toujours bien choisir les personnes avec qui il collabore, ce qui est tout à son honneur. Le tome est quand même assez agréable à regarder et les illustrations de début de chapitre sont assez jolies et bien travaillées. On sent que la dessinatrice s'est donnée à fond et ça fait plaisir. Concernant le scénario, on voit qu'il s'agit vraiment plus de mini-histoires bonus que d'une vraie intrigue ficelée comme on peut en avoir pour Vigilante. Dans Team Up, les chapitres peuvent aussi bien se lire indépendamment les uns des autres, un chapitre correspondant à une mission avec un héros pro et un petit groupe d'élèves, pas forcément de la classe 1A, ni forcément de UA d'ailleurs. Dans ce premier tome, on a le droit à un petit prologue mettant en scène la commission héroïque qui propose l'idée de ces stages aux héros et aux écoles pour lancer la série de missions. Puis on voit quelques sketchs avec All Might, qui est le design le moins réussi je trouve, avant de débuter sur les missions en coopération qui donnent leur nom à l'œuvre. Elles sont au nombre de 3 dans ce premier volume, avec en plus 3 bonus à la fin du tome. La première mission nous présente Mirko, qui est suivie de Midoriya, Bakugo et Uraraka. Le scénario est court, mais j'ai trouvé que c'était celui avec le plus de profondeur, qui nous montre aussi que les haltères peuvent être un handicap pour les personnes lambda qui ne font pas partie de la communauté héroïque. La deuxième histoire met en scène Hawks, avec à nouveau notre apprenti symbole de la paix Midoriya et son grand rival Bakugo. Rien de particulier ici, mis à part que Hawks étant mon personnage préféré de cet univers, j'ai fortement apprécié ses interventions et la fin était plutôt mignonne. Enfin, la dernière mission ramène un personnage apparu seulement dans le film Two Heroes, le premier de la franchise sorti en 2018. On y voit donc Melissa, la fille de David Shield, créateur des costumes d'All Might, qui arrive à UA et se lance dans une compétition bon enfant avec Hatsume Mei pour savoir qui créera les meilleurs gadgets pour, évidemment, Midoriya. Encore une fois, rien de transcendant, si vous voulez en savoir un peu plus sur Melissa, vous serez mieux servi par le dernier bonus du tome, mais d'abord parlons du premier. Une petite fille nommée Hime tente de retrouver un héros qui lui est venu en aide, et c'est Fat Gum, flanqué de Hamajiki, Ida et Yaoyorozu qui s'y collent. C'est assez mignon et j'ai surtout apprécié les interventions de Fat Gum que j'aime beaucoup, et la démonstration d'alter de Hamajiki. On enchaîne ensuite sur le morceau le moins intéressant du tome, où un jeune garçon se fait voler son ballon et est aidé par beaucoup trop de personnages pour que cela reste crédible. J'ai eu l'impression que ce chapitre était surtout là comme un récapitulatif ou une présentation simple et concise de la série principale. Le dernier bonus dont je parlais plus tôt est déjà plus intéressant, puisqu'il nous fait vivre une partie de l'enfance de Melissa avec son père et All Might. J'avais bien apprécié le personnage dans le film et j'étais contente de la retrouver ici, d'en apprendre un peu plus sur elle et sur comment elle vit le fait d'être sans alter. Le volume se termine sur une série de sketchs en 4 cases parlant de la famille Bakugo et principalement de comment le père ressent sa vie aux côtés des fortes têtes que sont son épouse et son fils. En finissant ma lecture, j'étais un peu mitigée, mais j'aime tellement cet univers riche et étendu que crée Horikoshi que je vais continuer à me procurer ce spin-off. Ce n'est pas le meilleur ni le plus intéressant scénaristiquement parlant, mais c'est assez mignon et drôle pour que j'accroche et je suis curieuse de voir les élèves des autres lycées héroïques et les prochains héros pro dans les tomes suivants. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est-à-dire une ou deux personnes en me comptant moi, mon tout premier coin manga était justement sur le tome 1 de Team Up Mission. Du coup, ça me fait super plaisir de pouvoir vous parler du deuxième volume de ce chouette spin-off de Boku no Hero Academia.
reprend évidemment le même principe que pour le tome 1, les élèves de la filière héroïque de UA sont envoyés en mission par petits groupes, et c'est cette fois pas moins de 6 teams différentes qu'on va suivre. Sans compter un chapitre bonus sur Midoriya et Bakugo, on a de quoi faire. Vu la longueur des chapitres qui sont courts du coup, on va passer tout de suite en coin spoilers au cas où, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Et puis bon, c'est le tome 2, je pense que vous savez à quoi vous en tenir si vous regardez cette vidéo, on est entre connaisseurs. Pour les autres, le lien vers ma vidéo du premier volume, qui commence un peu à dater, désolé, est dans la description. Heureux soient les fans de Tokoyami, comme moi, parce que c'est avec lui qu'on commence. Il fera équipe avec Kurohiro de la seconde B, et évidemment Midoriya qui se traîne le privilège d'être le héros, du coup il est même là où on ne l'attend pas. La team des adeptes des abysses entre en action. Ils ont été convoqués par un héros professionnel inédit du nom de Odd Eye, le héros mythomane... quoi ? En tout cas, il est globalement dans le même délire que Tokoyami et Kurohiro, par rapport aux ténèbres, tout ça, et son alter Out of Limiter lui permet de faire avouer les secrets les plus embarrassants des personnes qu'il touche, de ce que j'ai compris. On repassera sur l'utilité d'un tel pouvoir, sauf si on veut faire mourir quelqu'un de honte, ou qu'on peut l'utiliser en interrogatoire, mais s'il ne peut pas choisir le sujet des aveux, ça sert à rien, clairement. Le chapitre se termine très vite après un rapide combat qui n'apporte malheureusement pas grand chose à l'histoire. Les sketchs avec Odd Eye et ses coéquipiers sont plutôt amusants, mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. En même temps, le format n'aide pas non plus à approfondir le scénario. Voyons la suite. Nommé Cauchemar en cuisine, l'inspiration est évidente, il met en scène Kaminari, Todoroki, Yoarashi et Shishikura. Et tout ça est très difficile à prononcer d'affilée. On sort un peu des classes de UA pour accueillir celle de Shiketsu. On dit aussi bonjour à un nouveau héros professionnel inédit, Gantetsu, un vieil homme intransigeant qui va les faire travailler dans son restaurant. Bon, j'ai rien contre le fait de faire un peu sortir les personnages du contexte scolaire, mais là ça me paraît pas franchement palpitant comme aventure. Surtout que notre quatuor doit juste cuisiner des nouilles de sarrasin, et on nous donne même pas la recette pour les faire aussi, quelle arnaque! Au final, on apprend que les 4 grosses nouilles qui nous servent de héros principaux ont simplement confondu le nom de ce restaurant, Gantetsu, avec le nom de l'agence du héros Gantetsu, et du coup ils ont joué les commis toute la journée pour rien avec la mauvaise personne. D'accord, mais pourquoi le vieux les a laissés faire? Pourquoi il a fait comme s'il les attendait alors que c'était pas prévu que ces gamins soient là? Ça n'a aucun sens. C'est même pas comme s'il avait eu besoin de main d'œuvre gratuite, il y avait aucun client. Non vraiment, je comprends pas. J'en demande sans doute trop à un mini scénario humoristique, qui n'était pas vraiment drôle non plus d'ailleurs, donc l'objectif est même pas atteint. Enfin bref, de quoi parle le suivant? Ojiro et Agakure. Allez, c'est l'occasion de faire briller ces personnages qui sont toujours en arrière-plan. Ils sont tous les deux envoyés sur l'île d'Okuto pour rencontrer des élèves en filière héroïque locaux, dans l'école préparatoire Terakoya. C'est intéressant ça, une nouvelle école. Ne foirez pas tout avec de l'humour s'il vous plaît. J'en demande vraiment trop à ce spin-off en fait. On découvre la classe composée d'enfants qui ont plutôt l'âge d'aller à l'école primaire et qui évidemment aiment les héros avec des haltères impressionnants, donc ils sous-estiment directement le pauvre Ojiro. Combien on parie qu'il va faire un truc impressionnant à la fin et qui fera changer d'avis les gosses? Enfin surtout ce gosse-là, Ikkaku, qui est le centre du chapitre. Évidemment, il va se perdre dans des ruines soi-disant légendaires, et notre duo va devoir aller le chercher. C'est déjà mieux que la préparation de nouilles, et Ojiro et Agakure ont une bonne dynamique ensemble, je trouve. C'est plutôt sympa en fait, même si ça manque un peu d'originalité. Après un petit trip à la Indiana Jones, et serait-ce une petite romance que je vois là? Ojiro finit par retrouver le gamin, quand soudain un vilain pilleur de tombes. Et qu'est-ce donc? Ojiro fait un truc impressionnant qui fait changer d'avis Ikkaku sur l'utilité des haltères qui paraissent faibles. Alors ça, je l'avais pas vu venir. Non mais sans ironie, il était bien ce chapitre en fait. Une mission à la hauteur de lycéens en formation, un gamin pas trop enquiquinant, Ojiro était vraiment cool, et Agakure qui prend les devants pour faire avancer leur relation, c'est adorable. La fin a fait fondre mon petit cœur. Autant je veux pas entendre parler de Midoriya avec Uraraka, autant ces petits couples-là, Ojiro avec Agakure, Kirishima avec Ashido ou Kaminari avec Jiro, j'approuve, en espérant que ça rentre vraiment dans le canon de l'histoire un jour.
On laisse ici nos amoureux et on passe à un tout autre registre avec Present Mike et All Might. On les voit animer la fameuse station de radio de Mike et apparemment les élèves de UA se sont tous passés le mot pour écrire leurs petits problèmes à l'animateur qui va tenter de les résoudre à sa manière. Pas grand chose à dire là-dessus, All Might est tout mignon à essayer de sauver les meubles, mais ce chapitre est vraiment court et je dirais même anecdotique, je ne vais pas plus m'attarder dessus. Malheureusement pour moi, c'est Monoma qui entre en scène maintenant. Celui-là, je le porte vraiment pas en haute estime, mais va falloir le supporter. Monoma donc présente à Tetsu son plan longuement élaboré pour enfin prouver que la seconde A est moins bien que la seconde B. Mais du coup, s'il avait été dans la seconde A de base, il aurait fait pareil avec la seconde B. Il se serait gargarisé de toute l'attention sur lui et sa classe et aurait humilié leurs camarades. Ces questions resteront sans réponse, mais cette guéguerre me fatigue plus qu'elle ne m'amuse. On se lance donc dans un quiproquo magistral quand Monoma vient expliquer à la seconde A pourquoi ils sont tout pourris, et nos braves apprentis se mettent à croire que Monoma veut par ce biais leur faire comprendre que tout va mal dans la seconde B. La vache, en le disant tout haut, ça me paraît encore plus ridicule que quand je l'ai lu. Bref, une petite histoire humoristique où la seconde A va essayer de venir en aide à Monoma qui est aussi paumé que moi. Pour une fois qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais j'aimerais quand même bien être à sa place, il a de la tarte tatin à manger et des lapins à câliner. Koda avait pas qu'un seul lapin d'ailleurs, d'où ils sortent les trois autres. Fort heureusement, Kendo arrive pour remettre de l'ordre dans tout ce bazar et la situation revient à la normale. Autant vous dire que ce chapitre m'est un peu passé au-dessus, mais si vous aimez bien Monoma, je pense qu'il est plutôt fidèle à lui-même, vous ne serez sans doute pas déçus de ses réactions. Et moi je suis bien contente de passer à autre chose. Bakugo, Todoroki et Kirishima dans un parc d'attractions. Et comme c'était pas assez étrange comme situation, Utsushimi Kemi de Shiketsu vient se greffer à leur petit groupe. Pourquoi ? Parce que le PDG d'un petit parc d'attractions qui est concurrencé par un parc plus gros et moderne a fait appel à nos jeunes héros pour tenter de redynamiser son business et attirer un peu plus de monde en les faisant jouer sur scène. Ça m'a l'air bien tiré par les cheveux tout ça, hein. Si ça fonctionne, il leur proposera d'arrêter l'école et de bosser pour lui en CDI du coup ? Ou comment ça se passe ? Enfin, pour l'instant, la mission commence tranquillement, les répétitions vont bon train quand Todoroki décide de venir mettre un peu de profondeur dans cette histoire. La plupart des enfants ont des bons souvenirs dans ce genre d'endroit où ils peuvent s'amuser avec leur famille et leurs amis, mais lui y met les pieds pour la première fois. Kirishima et Utsushimi, en bons camarades, l'encouragent donc à faire quelques attractions avec eux pendant leur pause. Même Bakugo finit par être de la partie à sa façon. Mais le scénario revient rapidement les embêter et on se retrouve avec quasi la même scène que celle du chapitre sur le restaurant Gontetsu où les élèves sauvent le propriétaire de vilains qui veulent s'emparer de son commerce. C'est dommage que les deux chapitres se soient retrouvés dans le même tome, ça fait un peu doublon, surtout que Todoroki est aussi là les deux fois. Du côté de Tsushimi, par contre, on voit une utilisation un peu plus poussée et ludique de son alter. C'était plutôt amusant, même pour moi qui était un peu difficile avec ce volume. On finit sur une note assez positive, même si mon histoire préférée restera celle d'Ojiro et Agakure, contre toute attente. Moi qui adore Shoto pourtant. Et je vous parlais d'un chapitre bonus en début de vidéo qui se concentre donc sur Midoriya et Bakugo à une époque différente puisqu'ils se situent quand ils étaient au collège avant la rencontre entre Midoriya et All Might. Notre héros aux cheveux verts préféré est en train de faire des petites emplettes de fans quand il croise Bakugo et ses deux sbires au détour d'une rue. Une conversation humiliante plus tard, ils sont interrompus par l'arrivée d'un vilain qui possède un alter permettant à son corps de produire de la fumée. Vilain banal qui vole le sac d'une passante et que le jeune Bakugo décide de poursuivre dans l'espoir de faire les gros titres. Vous savez, poursuivre cette fameuse histoire des héros qui se font remarquer dès le collège. Ah, grande époque pour ce personnage, plus arriviste et tête à claque, tu meurs. Heureusement que son développement est incroyable par la suite. Pour en revenir à l'action, Midoriya se montre aussi héroïque que d'habitude et suit le vilain et Bakugo malgré son absence d'alter. C'était à prévoir, ce gosse n'a aucune notion d'autopréservation. Heureusement pour Midoriya et malheureusement pour Bakugo, le héros professionnel Airjet
vous vous souvenez de lui, fait une belle entrée pour gérer le vilain. C'est bien de le voir en action, même si ça ne dure qu'une ou deux pages, ça alimente l'univers sans avoir besoin de créer encore un nouveau personnage. Bonne idée! Et là, surprise totale, on voit que le groupe de Nine, les ennemis dans le film Heroes Rising, était en fait plus ou moins lié à l'incident. Encore une fois, ça donne une belle impression d'univers étendu, même si c'était surtout pour la promo du film, il semblerait. En tout cas, le tome finit vraiment là-dessus, et c'était un agréable twist. Sans compter la petite page sur Hawks à la toute fin, rien que pour ça, je ne regrette absolument pas d'avoir pris ce volume. Si tous les chapitres de ce tome 2 sont très loin d'être essentiels, il y en a tout de même deux qui ont été assez marquants de mon point de vue, celui sur la team Ojiro Hagakure et le dernier sur le parc d'attractions. On peut aussi compter le chapitre bonus pour sa fin étonnante. Team Up Mission reste encore un spin-off bien en dessous de Vigilante, mais il n'a pas pour objectif de le concurrencer de toute façon. Il faut le prendre pour ce qu'il est, un bonus qui étend l'univers de Horikoshi Kohei, avec des histoires souvent anecdotiques, mais de temps en temps il y a aussi de bonnes idées qui viennent raviver l'intérêt du lecteur si vous êtes déjà fan de Boku no Hero Academia. En tout cas, malgré des moments un peu osef, je dois le dire, j'ai quand même été globalement contente de ma lecture et je continue à le recommander. Je termine ici pour Team Up Mission, mais je voulais placer un petit mot de remerciement pour les quelques personnes qui me suivent. Cette vidéo sort le jour des 1 an de la chaîne et je tiens à dire un énorme merci à Lirka qui visionne, aime et commente avec application toutes mes vidéos depuis le tout début, même les moins intéressantes. J'en reviens pas qu'on puisse me suivre dans mes délires avec autant d'applications, alors merci beaucoup du soutien, vraiment ça fait chaud au cœur. Et évidemment, merci à tous ceux qui se sont abonnés, j'espère que mon petit travail continuera de vous plaire, ou au moins de vous intéresser un petit peu. En attendant les prochaines vidéos, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.